bienvenue à vous. Salut, Comment salut allez-vous? à tous. Ça va et toi? Super, Ouais, super. super. Bienvenue Mathieu et Loïc. Loïc, c'est la première fois du coup qu'on se voit. Mathieu, on a déjà eu Ouais, l'opportunité en effet de discuter ensemble. En tout cas, bienvenue chez Cryptologique. On va pouvoir peut-être directement commencer, parce qu'il y a pas mal de personnes qui s'attendent chez Cryptologique de cette interview, hein, donc ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on attendait cette interview. On sait aussi que vous avez beaucoup de boulot, donc il n'y a aucun souci sur ce côté-là. Bravo déjà pour commencer aussi avec l'ICO. Jusqu'à présent, je vois qu'il y a eu 14 millions de dollars. Félicitations pour ça. Ouais, c'est clair. Et puis, moi, ce que je peux vous proposer peut-être, c'est qu'on puisse peut-être commencer avec une petite présentation de qui est Loïc, qui est Mathieu. Et puis comme ça, on peut après aller de l'avant avec quelques autres questions. Ok, super. Je vais peut-être commencer. Alors moi, c'est Mathieu. C'est vrai que, alors je suis cofondateur et vice-président de Galéon, et c'est vrai que avec Cryptologique, finalement, on s'est vu. Enfin, pour la petite anecdote, on se connaissait déjà d'avant parce qu'on s'est vu en Juste Suisse lors d'un beer to beer. Je le précise, lors d'un beer to beer avec Loïc qui à était là Neuchâtel. aussi à Neuchâtel. Donc en fait, finalement, on s'est tous déjà vus. Donc voilà, moi je suis vice-président de Galéon et voilà pour ma part. Super. et donc moi, Loïc, du coup, je suis le président de Galion et j'ai la double casquette. Je suis à la base, je suis médecin anesthésiiste réanimateur et j'ai des connaissances en data science. Ça permet de faire le lien entre les équipes de dev et les soignants dans les hôpitaux. Ouais, c'est magnifique, ouais, super. Ça, je pense que c'est tellement important justement d'avoir ce background. Le fait d'être CEO et d'avoir ce background directement, c'est juste magnifique. Parce que des fois, il faut aller chercher des personnes qui ont cette expérience et c'est pas toujours super évident d'avoir certaines conversations, bien de bien comprendre certaines choses. Et donc d'avoir le CEO directement mettant derrière, c'est plutôt magnifique. Peut-être qu'on peut commencer avec, parce qu'il y a déjà pas mal de personnes qui connaissent en effet Galion, mais pas tout le monde. Peut-être qu'on peut aussi avoir déjà qu'est-ce que c'est Galion, quel est le but finalement de Galion. On parlera un petit peu plus peut-être aussi de l'ICO, puis voilà, d'autres petites choses, mais peut-être déjà une présentation de qu'est-ce que c'est Galion et quel est le but. Ouais, alors je vais peut-être faire un tour assez rapide de Galéon. Galéon, on fait des logiciels pour les hôpitaux, pour les soignants notamment, hein, qui permettent de gérer les données de santé. Ça fait presque 6 ans qu'on existe et on a développé le logiciel pendant 4 ans. On a commencé à le commercialiser il y a 1 an et demi. Et on s'étend de plus en plus dans des hôpitaux, pour l'instant en France, sur des spécialités, que ce soit l'anesthésie, l'hospitalisation, la gynéco-obstétrique. Et en fait, la particularité, c'est qu'on a refait les outils des soignants pour générer de la donnée propre, de la donnée structurée, qui sert après à faire de l'intelligence artificielle, de la recherche. En fait, nous, on fait le carburant de toutes ces applications. Et là où on s'était rendu compte, c'était que la valorisation de la donnée, il y a des gens qui la valorisent, c'est-à-dire des entreprises privées ou parfois l'État aussi qui fait ça, se fait sans forcément l'accord du patient et sans forcément une transparence. Donc c'est pour ça qu'on a amené une autre approche grâce à la crypto-monnaie et grâce au partage de valeur qui peut être lié aux cryptos sur la valorisation de la data, avec aussi de la transparence, notamment pour l'accord des patients. Et donc, on est en train de construire un nouveau modèle de financement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de soutien de soignants, de directeurs d'hôpitaux, de directeurs de grands groupes de cliniques. Et donc, voilà, c'est à peu près pour avoir une idée Mhm. rapidement de gamme. Ok, super. Mathieu, si tu voudrais rajouter quelque chose ou pas spécialement. Sinon, je vais peut-être poser une question en rapport avec ce qu'il a dit. Ah, on t'entend pas, Ah, Mathieu. on t'entend pas en effet. Je sais pas Ah si. oui, oui, c'est vrai Ah que oui, j'avais coupé mon micro. ok, pas de souci. Je disais oui, en fait, vraiment, c'est complémentaire de la blockchain avec ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire les logiciels de santé. Et l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème santé sur la blockchain. Et comme l'a dit Loïc, enfin, il y aura plusieurs applications. Donc, il y a des applications qui, on va dire, qui sont un peu plus court terme avec le Launchpad, le DAO, etc. Et il y a des applications plus long terme. C'est vraiment notre vision des choses, c'est de valoriser les données de santé et donc de permettre aux patients en fait, de redonner le pouvoir aux patients sur ces données. Donc, c'est vraiment ça, on va dire, la vision long terme, c'est de valoriser les données pour les patients. Mhm. Ouais, parce que je pense que justement, alors moi je suis un grand fan justement de tout ce qui est données en ligne aujourd'hui. Je pense il y a un travail énorme à faire, hein, pas seulement dans un secteur comme le vôtre, mais je pense que sur un point international, dans tous les secteurs qui existent, on en a bien profité jusqu'à aujourd'hui avec les données. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, qui a une valorisation qui est juste phénoménale.
Et je pense qu'aujourd'hui, en effet, il y a besoin d'avoir des entreprises comme les vôtres qui vont travailler là-dessus, puis qui vont redonner un petit peu le pouvoir finalement aux utilisateurs et puis les clients directement. Est-ce que là, on parle de pouvoir plutôt de monétisation également, c'est-à-dire qu'un client va pouvoir par exemple moins payer, par exemple, peut-être par la suite parce qu'il y a eu certaines données qui ont été vendues, qu'il a accepté de vendre, ou est-ce que c'est plutôt un pouvoir sur lequel ils se disent, ah bah ces données-là, moi je ne souhaite pas qu'on vende pour X raisons. Ah, alors je crois que maintenant J'entends pas c'est toi Loïc. qui est en mute. Ah, désolé. Pas de Ouais, souci. l'idée, c'est un sujet qui est très sensible. Là-dessus, nous, on milite vraiment pour avoir le maximum de transparence. Parce que déjà, il faut que ce soit le choix des patients, hein. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que ces données-là, elles ne sont pas vendues pour. C'est vraiment, elles sont utilisées pour des recherches, ça va être pour créer des nouveaux algorithmes. Donc même les applications de la monétisation de ces données est hyper importante et elle reste dans les mains des hôpitaux. C'est-à-dire que c'est les hôpitaux qui décident si oui ou non tel acteur va pouvoir faire une recherche sur les données. Donc ça, c'est important à comprendre. Galéon, on ne possède pas les données. En fait, on fournit l'infrastructure, Mhm. l'architecture et on gère toutes les données des hôpitaux et des patients, mais on ne souhaite pas l'avoir pour nous. C'est la leur et on fait l'intermédiaire. Donc ça, au moins, ça permet, c'est le meilleur garde-fou en fait, puisque Je c'est suis eux qui d'accord. restent les garde-fous. Et pareil pour les patients qui ne souhaitent pas partager leurs données, ils vont le signifier et de toute façon, on respectera leur choix. Ça, c'est hyper important qu'on ait la confiance, puisqu'on a la confiance de beaucoup de soignants et des patients. Et ça, pour nous, ça n'a pas de prix, entre guillemets. Euh, donc, il y a un enjeu où pourquoi est-ce qu'un patient irait partager ses données? Parce que c'était ça aussi notre grosse question. Ils le font déjà pour des recherches dans les hôpitaux. Et donc là, on s'était dit, voilà, plutôt que lui donner de l'argent directement, ce qui de toute façon marche pas bien, c'était de leur dire, ben voilà, si vous partagez vos données, vous allez pouvoir orienter le DAO, en fait l'organisation autonome, pour aller financer des choses qui ne sont pas financées d'habitude. Ça peut Mhm. être des recherches sur des médicaments qui sont pas financés parce que les labos, c'est pas rentable, ou ça peut être d'autres parties de recherche sur d'autres secteurs que la santé, ça peut être sur l'éducation ou l'écologie, qui en général, il y a des choses très importantes à faire, mais personne ne veut payer. Et donc, ça peut être intéressant de dire, bon, bah voilà, un patient va dire, je mets à dispo mes données de façon anonyme. En contrepartie, j'aimerais bien que ça aide la recherche sur le cancer de la vessie, par exemple. Mhm. Et donc, on y croit vraiment, on sait que les patients ont ce côté-là un peu de partage, et il faut leur donner un cadre bien tracé, en fait. Je suis tout à fait d'accord. J'ai eu un petit peu cette conversation aussi avec Mathieu et c'est là où je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Si j'avais bien compris aussi aujourd'hui finalement tout ce qui est laboratoire et autres, tous les fonds qu'ils reçoivent la majorité du temps, c'est quand même des fonds finalement qui sont été investis pour quand même avoir un certain retour sur investissement. Et donc automatiquement quand on a des investisseurs derrière, qu'on parle en centaines de milliers d'euros, en millions ou bien si on peut même parler en milliards sur des plus gros recherches, finalement, le but, c'est de regagner de l'argent. Et donc, du coup, les recherches ne sont pas toujours adaptées à ce que l'humain a réellement besoin, en fait. On va plutôt faire des recherches sur euh, sûrement des choses un petit peu différentes, que ce soit quand même rentable aussi. Et donc, on va pas toujours prendre des médicaments qui sont peut-être bon marché, mais bien pour certaines personnes, je suppose. Ouais, si je prends juste un exemple, euh, j'ai un collègue qui bossait à l'Institut Curie et qui étudiait les traitements contre le cancer de la vessie Mhm. sur les animaux. Et ils étudiaient associer ça avec de la vitamine C à haute dose en intraveineux, associé à des traitements anticancéreux et qui avaient des résultats très très intéressants. Par contre, pour passer ça à l'humain, il fallait un budget de quelques millions, 1 ou 2 millions d'euros, et personne ne voulait financer ça parce que la vitamine C, c'est pas rentable en fait. Clairement, enfin, Ouais. c'est pas cher, tu peux en avoir partout. Donc il y a quand même un trou dans ce qu'on fait pas que sur les médicaments, mais aussi sur d'autres secteurs. Et on se dit, il faut et que la communauté, elle, voudrait bien pouvoir le financer. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce système-là. Et on croit vraiment que ça va avoir un effet très très fort. Donc, Ouais, donc non, c'est. Ouais, je suis tout à... excuse-moi. Non, c'est moi, pardon. Je suis tout à fait d'accord et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu aussi l'avantage de la crypto-monnaie aujourd'hui. On a des investisseurs, en effet, qui sont là déjà depuis bien longtemps, des gens qui ont eu une certaine plus-value aussi sur certaines crypto-monnaies. Puis aujourd'hui, les gens, et ça va que faire d'être la même chose dans les prochains 10, 15, 20 ans, au bout d'un moment, bah, les plus-values qu'on a, alors c'est sûr que c'est intéressant, on peut mieux vivre et des choses comme ça.
Mais moi, personnellement, je vois vraiment ce côté beaucoup plus participation à certaines choses parce que bah, voilà, j'ai une certaine plus-value, je peux participer à une meilleure vie pour X choses dans le monde. Et puis la blockchain va résoudre énormément de choses différentes. Et donc ça, c'est typiquement un point où je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir participer et se sentir aussi bien. Et non seulement regarder le côté plus-value qu'on va avoir sur le token, etc., qui est spéculatif, ça c'est autre chose, mais plutôt se dire, ah bah j'ai fait quelque chose de bien quelque part aussi. Et ça, pour ça, je trouve que c'est vraiment top. Je voulais aussi poser la question sur le côté peut-être un petit peu plus technique, alors je ne sais pas qui va pouvoir répondre, sur le côté de la blockchain, parce qu'on a pas mal de blockchains différentes, on a des écosystèmes aussi différents. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver, je pense aussi. Avant qu'on parte peut-être sur la DAO, peut-être juste, quelle est la blockchain que vous utilisez aujourd'hui et pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler sur cette blockchain-là? Alors, en ce qui concerne les blockchains, donc nous, on aura, on va dire, deux blockchains de départ. Donc, c'est la BSC, donc Binance Smart Chain et Ethereum. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, dans un premier temps, on va être listé sur la BSC. Donc, pourquoi la BSC? Ben, finalement, la BSC, ce sont des frais qui sont très bas. Ça va vite en termes de transactions. Et finalement, il y a un écosystème qui est assez énorme, alors que ce soit une bonne partie sur les Français, mais aussi international. Alors, un peu moins les Américains, puisque forcément, c'est pas forcément très bien vu. Et puis, c'est soutenu par Binance, mais c'est un peu plus centralisé. Mais on a quand même un gros écosystème français qui est sur la Binance Smart Chain. Et finalement, pour la visibilité, c'était important d'être sur la BSC parce qu'on est français. C'est vrai qu'on a commencé sur le marché français. Alors, on a, justement, grâce à l'ICO, on va pouvoir s'internationaliser, mais on reste quand même avec une base de français qui est assez importante. Donc, voilà, c'est l'endroit où il y a de la visibilité et il y a des frais qui sont minimes. Alors, après, il va y avoir assez rapidement, il va y avoir un bridge avec Ethereum. Et donc, on va lister sur Uniswap ensuite. Et donc Ethereum, on sait que bon, c'est on va dire la blockchain, une des blockchains un peu plus décentralisée et qui a des gros porteurs parce que finalement, quand on paye des frais entre 50 et plus de 100 euros ou 100 dollars pour faire des swaps, bah ouais, c'est vrai qu'il faut quand même avoir un montant assez important d'investissement ou d'achat pour que ce soit rentable parce que sinon, si on met 50 euros et qu'on paye 50 euros de fees, ça commence à faire mal. Donc c'est les deux blockchains sur lesquelles on va être au départ, mais on n'est pas fermé à faire d'autres blockchains, enfin, à se déployer sur d'autres blockchains. Et quand on nous pose la question, est-ce qu'on va faire une blockchain nous-mêmes? Pour le moment, on n'en voit pas l'intérêt, mais ça peut évoluer. Voilà, c'est quelque chose qui peut évoluer. Si on y voit un intérêt fort pour l'écosystème santé qu'on veut créer sur la blockchain, pourquoi pas? Mhm. Voilà. Ouais, je pense que c'est toujours bien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 5 ans. Ça évolue tellement rapidement. Et puis si on est bloqué à cause de ça, c'est vrai que ça peut freiner des fois aussi un projet. Je pense que c'est très bien tout simplement rester ouvert d'esprit à pouvoir travailler avec n'importe quelle blockchain tant que c'est sécurisé, tant qu'on a en effet cette possibilité de faire tout le nécessaire pour le projet derrière. Exactement. Je pense qu'on va du coup pouvoir aussi aborder un petit peu le sujet sécurité, ce qui est très important, alors qui n'est pas spécialement lié, on va dire, à la blockchain en soi, mais qui est plutôt lié, alors on va parler un petit peu des données, parce que les données, bah, c'est ça l'enjeu, hein, c'est ça quelque part le plus important. Ces données-là, il y en aura beaucoup, je ne sais pas exactement combien ça pèse, pour être honnête, et puis sur les années à venir, combien ça peut peser en question de taille. Par contre, je sais que la blockchain en général n'est pas vraiment adaptée pour avoir beaucoup de données directement stockées sur la blockchain. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu aussi un petit peu plus d'informations sur comment est-ce que ces données vont être stockées et où est-ce qu'ils vont être stockés et comment est-ce qu'on peut garantir finalement cette sécurité? Alors c'est vrai que la sécurité, c'est vraiment quelque chose qu'on a en tête dans notre ADN depuis le début, parce qu'on manipule la donnée de santé des hôpitaux. Il y a plus de 80 000 dossiers patients, on est déjà avec 3 hôpitaux. Et donc, il a fallu montrer patte blanche avec ces hôpitaux pour qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous confient leurs data. Il Mhm. faut savoir c'est qu'en France, à peu près toutes les 2 semaines, il y a un hôpital qui se prend une attaque de ransomware et qui est paralysé. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont encore plus en tête maintenant, hein. Et en fait, au départ, sur la partie sécurité santé, on se fait auditer par Orange Cyberdéfense tous les ans. Donc, qui font des attaques de l'extérieur, de l'intérieur. Enfin, euh, ils passent à la moulinette tout notre infra. On a aussi une culture de la sécurité en interne, c'est-à-dire que Fred, notre cofondateur qui s'occupe de la partie innovation et sécu, il a travaillé pour l'armée de terre, la direction générale des finances, la Française des Jeux, donc des grosses instances qui manipulaient des données, beaucoup de données assez sensibles. Donc on a une connaissance. Richard, un de nos autres cofondateurs, a bossé pour l'antivirus Avast.
Donc, on part pas de rien, mais c'est un travail de longue haleine. C'est en Mhm. permanence et une mise à jour en permanence. Pour ce qui est sur la partie blockchain, on fait auditer nos smart contracts en général, on fait auditer par plusieurs auditeurs pour pouvoir avoir vraiment croisé les différents. Parce qu'on sait que parfois, certains auditeurs peuvent passer à côté de choses. Et on a des principes très simples dans nos smart contracts, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment les concepts les plus éprouvés et on ne s'amuse pas à rajouter des lignes de code qui ne servent à rien parce que ça sert de porte d'entrée pour d'autres choses. Mhm. Donc là-dessus, après, pour ce qui est de la data santé, elle est hébergée sur des serveurs agréés données de santé. Ouais, donc pour reprendre un peu Navré. ce que je disais, et peut-être en version un peu plus courte parce qu'ils en ont déjà eu un bout, c'est vrai que c'est une culture qu'on a en interne énormément. On se fait auditer par Orange Cyberdéfense tous les ans. Mhm. Et une partie de l'équipe a travaillé dans des sujets très sensibles, notamment Fred a travaillé sur la Direction générale des finances, la banque de, alors c'est la Française des Jeux, l'armée de terre. Richard a travaillé pour Avast. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette grosse culture de la sécu côté data santé. Mhm. Et nos data centers sont des data centers HDS, donc hébergement données de santé, qui sont hébergés en France sous les lois françaises. Et côté blockchain, on a l'approche aussi sécu on fait auditer nos smart contracts, souvent par plusieurs cabinets d'audit, justement pour sécuriser au maximum, parce qu'on sait que la différence d'un système classique, là en blockchain, une fois que tu as mis ton smart contract dans la blockchain, ben, tu es coincé, tu ne peux pas le faire Mhm. évoluer. Sauf si tu mets un proxy, mais ce qu'on ne fait pas, pour justement éviter les enjeux de sécu derrière. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très très important pour moi et pour nous tous. Et en ce qui concerne les données de santé, on ne met pas les données de santé dans la blockchain parce que parfois on a vu des gens qui avaient un peu mal interprété parce que c'est pas fait pour. Clairement, la blockchain c'est un registre sécurisé qui permet une très bonne traçabilité, mais on ne peut pas mettre des téraoctets de données assez facilement. Et c'est pas du tout leur approche. Donc c'est pour ça on utilise l'écosystème blockchain pour l'approche de crypto-monnaie, de partage de valeur, de DAO, de gouvernance décentralisée et de traçabilité. Par exemple, on réfléchit aussi à mettre la traçabilité des consentements des patients dans la blockchain. Mhm. Certains éléments clés, mais pas toutes les données santé parce que c'est pas viable en soi. Pour l'instant, hein, peut-être que dans 5-10 ans, ça aura changé. Hein. Mais donc voilà, on est toujours très early dans ce domaine-là, donc c'est pour ça on s'adapte aussi aux évolutions. Euh, Mais c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, exactement. Et moi, comme moi, je vois un petit peu aussi l'avenir, je pense que numériquement, on aura tout plein d'identifications un petit peu différentes sur plein de blockchains, etc., pour des raisons différentes. Et moi, personnellement, ce que je pense qui va être vraiment être top par la suite, c'est que quand je viens à l'hôpital, j'ai une identification numérique sur laquelle, du moment que vous pouvez me scanner mon QR code ou autre, vous avez toutes les informations nécessaires sur moi dans un claquement de doigts. Et que vous savez exactement quelle sorte de personne je suis, quel est mon groupe de sang et toutes les choses nécessaires que vous avez besoin pour pouvoir faire le travail d'une manière le plus rapidement possible et que ce soit quand même très efficace et naturellement toujours en sécurité pour les personnes qui ont ces données-là, par exemple sur la blockchain ou simplement sur les réseaux. Euh, L'avenir nous le dira, on a plein de projets aujourd'hui comme Filecoin, on a des blockchains comme Mina Protocol qui sont en train de mettre des choses en avant pour le Light Blockchain, pour réussir justement à stocker plein de données quand même. De mon point de vue, je suis assez d'accord et je pense que c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir avoir un vrai gros business qui va être vraiment construit dessus. Mais on ne sait pas ce que l'avenir va nous apporter. Donc je pense de nouveau, c'est la même chose. Toujours rester ouvert d'esprit puis de regarder ce qui se passe. Je pense que c'est le plus important. Je suis assez d'accord. Ok, bah ça c'est top pour le côté de la sécurité. Je pense que c'est vraiment important pour tout le monde, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les clients. Je pense que c'est toujours bien de pouvoir répéter ces choses-là. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu également peut-être du côté du Launchpad? Alors vous avez aussi ce Launchpad. Peut-être que Mathieu, Loïc, est-ce que quelqu'un veut peut-être déjà nous dire un petit peu plus sur ce que c'est finalement ce Launchpad chez Galéon? Carrément. En fait, l'idée, comme nous, on souhaite vraiment créer cet écosystème santé sur la blockchain et qu'on a déjà un fort réseau dans l'écosystème santé et plus largement, enfin vraiment tout ce qui est vraiment santé et puis aussi deep tech, parce Mhm. que comme on a été chez Agoranov, qui est l'un des plus gros incubateurs en France et HEC aussi à Station F, c'est deux très gros incubateurs, on a pu en fait tisser ce lien avec ces startups et toutes ces entreprises qui sont pas forcément la plupart sont pas sur la blockchain. Donc on a un gros réseau là-dedans et finalement on souhaite les ramener sur notre Launchpad, donc l'accélérateur de projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des entreprises qui soient biotech, deep tech, medtech, digital tech, etc.,
Il y a vraiment des cas d'usage qui peuvent être transposés sur la blockchain et qui nécessiteraient un token et donc un token soit de gouvernance ou petit token au moyen de paiement, etc. Mais on a vu qu'il y avait des entreprises qui avaient potentiellement des cas d'usage assez importants à se mettre sur la blockchain. Donc, on souhaite vraiment les ramener sur notre Launchpad. Et donc, le Launchpad, c'est vraiment la porte d'entrée à faire son ICO. Et quand on dit Launchpad, nous, c'est pas juste vous faites l'ICO, vous utilisez la plateforme et basta. Il y aura c'est un accélérateur de programme. Donc, il y a un programme que ce soit sur la plateforme. Donc, forcément, ils utiliseront notre plateforme. Il faudra posséder des galéons. Donc, il y a plusieurs phases. La première phase, il faut stacker des galéons pour accéder à l'ICO. La deuxième phase, il faut avoir des galéons et burner une petite partie pour accéder à l'ICO. À chaque fois, le prix augmente. Hein. Et la troisième phase, c'est public, tout le monde peut y accéder. Et finalement, sur ce Launchpad, les projets qui vont être acceptés vont pouvoir avoir un accompagnement aussi sur l'aspect technique, donc les smart contracts, puisque comme nous, on a une énorme expérience là-dessus, on va pouvoir les accompagner à faire leurs smart contracts, à avoir des smart contracts qui sont audités, qui sont sécurisés. Donc il y a le côté technique, il y a le côté aussi marketing, donc l'accompagnement marketing, communication, tout ça aussi, c'est important parce que on l'a vu, il y a eu quelques polémiques dernièrement au niveau des influenceurs, Twitter, etc. Bon, les influenceurs sont indispensables pour faire connaître les projets sur la toile parce que sans eux, on resterait avec 1000 followers sur Twitter ou les autres réseaux sociaux et puis on ne ferait pas grand-chose. Donc voilà, il y a trois pans. Il y a le marketing communication, le pan technique et puis la plateforme avec l'ICO puisque finalement, nous, assez rapidement, c'était pour le round 2, il me semble, on a permis aux gens de pouvoir payer directement avec la carte bancaire et ça, c'est assez inédit dans les ICO. Donc voilà, c'est vraiment de simplifier le process. Et on a eu on a eu énormément de retours sur la plateforme, pardon, comme quoi elle était super, elle était très design, ergonomique. Voilà, donc finalement, on a eu un très bon retour du côté de la plateforme. On va bien sûr encore l'améliorer. Hein. Il y a quelques petites choses. Il y a le deux facteurs qui va arriver aussi rapidement. Voilà. C'est surtout ça le Launchpad et finalement notre plateforme dashboard ICO a été la première phase du Launchpad puisque on utilisera la même plateforme pour faire le Launchpad et l'accélérateur de projet pour les futures entreprises qui arriveront sur le Launchpad. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est vraiment top. D'ailleurs, pour rebondir aussi, hein, j'ai personnellement aussi vu dans notre communauté ici vraiment beaucoup de bons retours de Galéon, pour être honnête. Donc, vraiment un joli travail de votre part. Les gens sont assez critiques, il faut le savoir. Donc, le fait de voir des bons commentaires et puis d'avoir des choses positives, c'est plutôt bon signe, pour être honnête. Donc, ça, c'est plutôt bien. Je voulais du coup aussi regarder parce que le, pour le Launchpad, il faut être token holder, hein, je suppose. Pour tout ce qui est chiffres, on peut tout retrouver sur le site aujourd'hui. En rapport avec la token economics, est-ce qu'elle est déjà prête? Est-ce qu'il y a encore du travail à faire dessus? Où est-ce qu'on en est en rapport avec un petit peu ces chiffres-là? Alors, sur la tokenomics, elle est déjà disponible sur le light paper et le white paper. Ça, Super. on est transparent là-dessus, donc c'est totalement disponible. En ce qui concerne les programmes de stacking, de farming, tous ces programmes-là avec les APY, APR, etc., ça arrivera dans un second temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrivera au courant du mois suivant le listing. Et toutes ces infos-là, donc, on va dire précises, arriveront un petit peu, soit avant le listing, soit un peu après le listing, mais ça arrivera forcément avant les programmes qui se lanceront. Donc tout ça, en fait, on a souhaité aussi, on a déjà c'est ça en tête et on a déjà, on va dire, travaillé dessus. Et en fait, on souhaite innover là-dessus aussi. Alors pour certains qui connaissent Alpaca, ils peuvent déjà avoir une idée du programme de stacking qu'on va avoir. C'est vraiment un programme de stacking qui se veut à la fois innovant et à la fois un bon retour, puisque avoir un bon retour pour les token holders et stackers, parce que si vous regardez sur la tokenomics, le plus gros, en fait, le nombre de tokens, c'est 920 millions de tokens qui est réservé au stacking and rewards. Donc, en fait, on souhaite incentiver les gens qui vont voir ce projet-là sur du long terme, stacker leur galéon et finalement, voilà, croire en ce projet sur une vision, on va dire, au moins 3-4 ans, puisque le programme, les différents programmes sont sur plusieurs années. Tout à fait, exactement. De faire en sorte que les gens y participent depuis le début et puis qu'ils restent en effet et participer dans cet écosystème. Je pense que c'est très important de faire ces calculs-là pour que les gens y restent, puis pas que les gens ils achètent, ils revendent, etc. C'est important de réussir à gérer ça d'une certaine manière. On ne peut pas le gérer. C'est l'avantage et le désavantage un petit peu aussi d'avoir des tokens des fois. Mais je suis tout à fait d'accord. Ouais, exactement. Le,
La raison principale d'avoir fait l'ICO aujourd'hui, donc vous avez un hard cap, j'ai vu à 16 millions de dollars. Est-ce que vous aviez aussi un soft cap? Si oui, combien? Et puis, quel était voilà, le but? Et puis, qu'est-ce qu'on va réellement faire avec cet argent, du coup, qui va être aussi investi? Alors, il y a de toute façon des parts, etc. Peut-être pas besoin d'aller trop dans les détails exacts avec les vrais chiffres, mais d'avoir un petit peu une idée plus concrète de pourquoi avoir fait une ICO, pourquoi avoir besoin de certains fonds. Alors, je vais prendre la main sur celle-là. Déjà, le soft cap, c'était 1 million, donc on l'a un peu pulvérisé, on va dire. Donc Oh, ça, pourquoi est-ce qu'on avait un hard cap aussi haut? Parce que certains peuvent dire, oh, pourquoi est-ce qu'il lève autant? C'est important, c'est qu'il y a deux façons de se financer. Soit on se finance au moment de l'ICO, et ça veut dire qu'on ne va pas aller se financer en vendant des tokens après. Soit les projets lèvent peu et vont se financer en vendant des tokens sur les gens qui rentrent après, sur les DEX ou sur les échanges centralisés. Donc, c'est deux approches différentes. mhm. Euh, Honnêtement, en tant que même investisseur, moi, à titre personnel, j'aime bien rentrer dans des projets qui ont fait une ICO assez costaud parce que je sais qu'ils ont du budget pour faire le marketing, développer. Tout. En fait, je sais qu'ils ont, et pour tenir aussi sur les moments où le marché sera un peu en bire, ils vont pouvoir continuer à construire. Ça va pas être panique à bord. Donc ça, c'était aussi une approche qu'on avait. On avait dit, OK, on va se mettre un hard cap qui est suffisamment haut. On n'avait aucune idée. Honnêtement, on se disait que probablement la crypto-santé, c'est un sujet qui est très récent. On ne fait pas du métaverse, hein, on ne fait pas certains du gaming ou des choses comme ça. Donc, on se disait que peut-être les gens n'allaient pas forcément accrocher Mhm. autant que ça. Et finalement, on est vraiment impressionné par le nombre de gens qui rentrent. Et ce qui est important à signaler, c'est qu'il y a très peu de gros porteurs. Il y a énormément de gens qui rentrent avec des montants qui sont de 200, 300, 500 euros. Et ça, c'est génial, je trouve, parce que ça nous crée une grosse communauté d'entrée de jeu dès le départ. Et donc, ça nous crée un socle assez solide pour démarrer. Et alors, pourquoi faire une ICO et pourquoi pas être aller lever des fonds avec des VC? Alors, clairement, on a des entrées avec plein de VC. Ça fait 5 ans qu'on existe. On se fait à chaque fois, il y a des tonnes de VC qui nous courent après pour essayer de vouloir mettre des billes dedans. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment qu'il y ait une gouvernance décentralisée, qu'on puisse partager avec la communauté. Parce qu'on connaît bien le monde des VC. En gros, les VC, ils vont mettre un gros ticket et puis 3 ans après, ils vont te forcer à vendre la boîte pour pouvoir faire leur sortie. Et donc, c'est pour ça que pour nous, ça faisait un bon équilibre avec la blockchain et la crypto-monnaie. Ça permettait de pouvoir faire une levée de fonds qui est alignée avec les gens qui participent dans la boîte. Alors, c'est sûr, ce n'est pas des actions, hein, ça reste des tokens, mais c'est vraiment, pour nous, ça a été un moyen d'avoir cette approche communautaire. Et maintenant, on a une force de frappe énorme. On a presque 30 000 personnes plus de 30 000 qui sont inscrits sur l'ICO. J'ai vu Et presque donc, 35 000, ouais. et ouais, on a plein de gens qui me disent ah bah je bosse dans tel hôpital, je vais peut-être vous faire une entrée avec le directeur ou ah je suis infirmière là ou je suis médecin là. Donc ça c'est on a un soutien maintenant de la communauté qui est énorme qu'on n'aurait jamais eu si on avait pris un gros VC qui aurait mis un gros ticket. Mhm. Donc c'était plus compliqué. Honnêtement on a beaucoup pesé le pour et le contre et on a été vraiment pas sûr, mais finalement il s'avère que ça a été le bon choix. Tout à fait, exactement. Ouais, je pense que c'est bien mieux d'avoir, surtout si vous avez cette idée en effet de DAO, de vouloir d'avoir le plus de participants possible. C'est de cette manière-là que ça fonctionne aussi après les votes et autres. On a encore pas mal de problèmes avec les DAO en général. C'est très jeune, mais pour moi, c'est vraiment l'avenir aussi. J'y crois énormément. J'y suis dessus depuis maintenant plus de 3 ans et je vois que des belles choses qui peuvent être construites justement grâce au DAO. Mais pour ça, il faut avoir une communauté. Si on a des gens qui ont 30%, 40% des tokens en pouvoir et puis qui font un vote et automatiquement ce sera oui ou non la réponse, comme on peut le voir malheureusement chez des très bons projets, ils ont ça quand même aussi, juste un groupe de 5 à 10 personnes et ils ont finalement ce pouvoir de vote qui est juste complètement abusif quelque part. Et c'est presque dommage parce que c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Mais donc ça, c'est vraiment top, je suis tout à fait d'accord. La DAO, alors est-ce que vous voulez peut-être encore rajouter peut-être certains points sur la DAO? Quelle est finalement aussi est-ce qu'il y a déjà eu des snapshots? Est-ce qu'il y a déjà eu des votes? À partir de quand est-ce qu'on va pouvoir voter? Parce que ce sera du coup aussi un token de gouvernance. À partir de quand est-ce que ça va se mettre un petit peu en place? Et est-ce que vous avez déjà un petit peu aussi une idée de combien de votes, par exemple, par mois ou par année à peu près, est-ce qu'on voit chez Galéon peut-être pour 2022 ou peut-être pour 2023?
Alors déjà sur l'aspect du DAO, parce qu'on a beaucoup étudié les autres DAO aussi. À chaque fois, Super. l'avantage d'arriver un petit peu plus tard dans la blockchain, c'est qu'on voit tout ce qui s'est fait auparavant. Donc certains disent ah ils ont pris tout ce qui était bien chez les autres. Bah ouais, du coup Ouais, c'est exactement ça, exact. justement on en a profité. En fait ils ont essuyé les plâtres. Déjà la première approche du DAO, il y a la moitié de la gouvernance qui va être liée aux patients. Donc ça sera pas la moitié, ça sera les token holders, mais la moitié, ça sera les patients, ceux qui partagent leurs data. Donc ça, c'est aussi une approche qui est assez innovante aussi, justement pour éviter d'avoir que des gens qui ont trop de voix. Et puis il y a une chose qu'on réfléchit, c'est pas encore complètement défini, mais qui aura, en fait, comme on a KYC, tous les gens qui ont investi, et qu'on a tout un système de KYC qui est assez performant, on réfléchit à pouvoir mettre une part de KYC dans le DAO, et donc qui voudrait dire que ça serait pas pour fliquer les gens, mais plutôt pour limiter la taille des bagues. C'est-à-dire que Mhm. peut-être, on va dire, il faudra un montant fixe pour faire partie du DAO. Au-dessus, ça servira à rien. Mhm. Pour éviter qu'il y ait une grosse whale qui oriente le DAO, ce qu'on voit actuellement malheureusement avec certains DAO d'Uniswap ou tout ça. Exact. Euh, et donc, c'est vrai que pour nous, c'est important que ça reste décentralisé, que ça reste la communauté. Après, en ce qui J'aime concerne les beaucoup. projets qui vont être financés par le DAO, on a, pour l'instant, on pense à peut-être entre 5 et 10 projets par an, pas forcément énormément au départ. Ça va dépendre aussi des capacités alors, du DAO à se financer. Parce alors, le DAO a lui-même des tokens, mais on ne veut pas baser le financement du DAO que sur ces tokens. Et une Bien grosse sûr. partie du financement sera sur l'échange de data, donc il y aura du vrai cash qui va rentrer dans le DAO. Ça, c'est aussi une grosse différence, c'est pas que du spéculatif. Et on va trier un peu les projets qui pourront être proposés au DAO avec toujours comme concept que ce soit utile au bien commun en fait et surtout que les résultats soient open source. C'est-à-dire que quelle que soit la recherche qui soit financée par le DAO, il faut que tout le monde puisse en profiter. Donc ça va demander, mais on a déjà des pistes, même peut-être sur des votes dans pas longtemps. Alors, on ne Mhm. sait pas encore. Pour l'instant, je le garde un peu tant que c'est pas validé parce que c'est sur certains traitements ou avec des Bien médecins sur sûr. des sujets qui peuvent être un peu sensibles. Donc tant qu'on n'a pas tout cadré, C'est mais normal. ouais, il y aura des choses intéressantes sur le DAO et ça risque aussi probablement de faire le buzz puisque justement on va aller dans les sujets qui sont touchy où personne veut aller financer des choses qui pourraient être vraiment utiles pour la communauté. Mais ça, c'est vraiment magnifique, ouais, c'est top. Parce que du coup, alors je suppose, lié un tout petit peu quand même à ça, c'est que bah, alors, on a naturellement ces grandes communautés crypto-monnaies aujourd'hui qui sont intéressées par tous ces ICO, par les crypto-monnaies. On a automatiquement des gens qui sont là aussi par spéculation. Est-ce que vous êtes aussi intéressé par les gens de l'extérieur qui n'ont rien à voir avec la blockchain ou la crypto-monnaie, des gens qui n'ont peut-être jamais acheté du bitcoin, qui n'ont jamais acheté de crypto et qui souhaitent quand même participer parce qu'ils se disent, eh ben, moi j'aime bien ce projet, c'est quelque chose d'intéressant. Mais comment est-ce que je peux participer? J'ai pas de wallet, etc. Est-ce il y a ce côté aussi où on peut aller chercher des fonds de l'extérieur ou pas vraiment encore pour l'instant? Ou c'est un petit peu renfermé pour l'instant? Ah, Je sais pas Alors oui, si... je réponds. Alors exactement, en fait, c'est ça aussi la force finalement de Galéon, et on l'a vu petit à petit pendant l'ICO, ça montait en force, on va dire, c'est que des soignants, des médecins, des directeurs d'hôpitaux, des DSI, des personnes qui travaillent dans l'informatique, vraiment, on va dire tout ce qui est mainstream, donc le monsieur et madame tout le monde, ils ont vraiment commencé à investir, enfin voilà, à acheter des tokens Galéon. Et donc, au début, on se disait, bon, c'est vrai que ça va être beaucoup de personnes qui sont dans la crypto, qui connaissent déjà la crypto, mais finalement, on a une énorme part qui ne connaissait pas du tout la crypto. Et à chaque fois, on nous dit, ah, c'est mon premier investissement dans l'ICO, de votre ICO, bon, j'espère que ça va bien se passer. Ils connaissaient pas du tout enfin, ils connaissaient la crypto forcément, puisque le Bitcoin, on entend parler aux médias, dans les grands médias, mais il n'avait pas lui-même de crypto, ils n'avaient pas eux-mêmes de crypto. Et ils ont quand même investi, puisque finalement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de crypto au départ pour investir sur l'ICO, puisqu'on peut payer par carte bancaire ou par virement. Mais nous, l'idée, c'est qu'après, on fasse, et on a déjà commencé à faire des tutoriels, donc des tutoriels vidéo pour expliquer, en fait, finalement, d'éduquer un peu ces personnes-là qui viennent d'arriver sur une ICO et connaissent pas forcément la crypto-monnaie ou le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain. Et donc, on va les éduquer à faire des vidéos explicatives, comment créer son wallet, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que la crypto-monnaie Galéon, etc., etc. C'est aussi tout ce travail d'éducation finalement qu'on va faire avant listing et ensuite après listing qui est aussi important. Donc voilà, et puis aussi en termes
Donc ça, c'est, on va dire, la partie, on va dire, investisseur un peu plus petit, enfin, on va dire monsieur, madame, tout le monde. Mais on a aussi déjà des entrées sur certains fonds d'investissement, alors pas en série A, mais plus euh, pour faire un leverage, c'est-à-dire faire des emprunts ou des choses comme ça, qui est possible aussi avec certaines boîtes. Ça, on n'en parle pas trop pour le moment, mais voilà, on va pouvoir faire les effets de levier qui permettront d'avoir un peu plus de fonds. Et donc, voilà. Parce que finalement, beaucoup de personnes se disent oui, votre soft cap est à 1 million, c'est différent entre 1 million et 16 millions. Bien sûr, c'est différent. Nous, notre objectif, c'est 16 millions. On va normalement, on ne sera pas trop loin de l'objectif sur la fin de l'ICO, mais construire un écosystème comme ça, construire un dossier patient pour les hôpitaux, vraiment tout cet écosystème santé sur la blockchain, ça demanderait beaucoup plus finalement sur du long terme, hein, sur quelques années, ça demande beaucoup plus. Donc déjà, un dossier patient, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a les spécialités, donc on a l'anesthésie, la gynécologie, l'obstétrique, l'hospitalisation, mais l'hôpital, c'est une vingtaine de spécialités. Ça prend certes du temps, mais comme on va pouvoir recruter énormément de personnes, et d'ailleurs, je le précise, on va recruter des chefs de projet, des développeurs, des architectes d'infrastructure, etc. Et même pour le marketing et la communication. Donc, ça va bientôt arriver sur un site bien connu. On vous enverra le lien avec toutes les offres d'emploi. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment voilà, ça coûte beaucoup d'argent de créer un écosystème comme ça et un dossier patient, normalement, ça met énormément de temps à se faire. Bon, nous, on a déjà bien avancé, hein, mais en recrutant du monde, on va aussi pouvoir accélérer et c'est Bien aussi sûr. le principe de l'ICO. Tout à fait, ouais. Parce que c'est vrai que j'ai pas posé la question, mais du coup, aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe en fait? Alors actuellement, on est 6 dans l'équipe, on est 5 cofondateurs et on a aussi Céline qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps la community management. Ok. En fait, là, c'est vrai qu'on a énormément construit de choses déjà à 5. Et là, l'ICO va nous permettre de recruter énormément de personnes aussi sur, comme je le disais, le développement technique, le marketing, la communication, chef de projet, parce qu'il va falloir aussi déployer de nouveaux hôpitaux. On a entre 5 et 10 hôpitaux qui sont prévus sur l'année 2022. Donc, il va falloir aussi les déployer. C'est Mhm. important parce que finalement, il y a l'accompagnement, il y a la gestion de projet, il y a les formations. Donc voilà, quand même, ça demande de l'humain pour tout ça. Donc voilà, on va avoir pas mal de recrutement cette année et c'est aussi ça la force de l'ICO, c'est que ça nous permet vraiment d'accélérer là-dessus. Tout à fait, ouais, exactement, je suis assez d'accord. J'ai encore une toute dernière question liée à Galéon, et puis après, ce que je peux peut-être vous proposer, parce qu'il y a pas mal j'ai vu pas mal déjà des questions, alors n'hésitez pas à garder un petit peu vos questions, peut-être qu'on peut partir aussi après sur un petit Q&A très rapide, si d'un coup il y a des questions de la communauté, et puis comme ça, bah, vu qu'on a l'opportunité de vous avoir les deux ici, comme ça on peut avoir des réponses claires et précises justement sur ces questions-là. Avant peut-être qu'on parte du coup sur les questions, je voulais juste encore savoir, aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des partenariats? Est-ce que vous avez des futurs partenariats? Je sais qu'on ne peut pas toujours tout annoncer et puis qu'on ne peut pas toujours donner certaines choses en avance. Moi, j'aime bien essayer d'aller gratter s'il y a toujours cette petite possibilité. Est-ce qu'il y a des partenariats aujourd'hui déjà actifs avec Galéon ou est-ce qu'il y a des futurs partenariats qui peuvent encore arriver? Alors, on a différents partenariats déjà de base. On travaille avec TechMed, qui est un intégrateur qui est déployé dans une centaine d'hôpitaux, qui déploie des logiciels et des outils dans les hôpitaux. Donc ça nous permet d'avoir une force de frappe énorme sur les hôpitaux. Côté partenariat blockchain, on n'en a pas encore. Donc, on va commencer à travailler sur cette approche-là. Côté aussi déploiement dans les hôpitaux, on va faire pas mal d'annonces les 2, 3 prochains mois arrivés, puisqu'on a beaucoup d'hôpitaux qui sont en train de signer avec Galéon, qui étaient déjà en bonne phase de signature avant l'ICO, et puis bon, maintenant, Magnifique. ça se renforce encore plus. Et ce qui est bien, c'est que l'ICO nous a permis de nous mettre un peu en lumière. Donc, on a même des grands groupes d'hospitalisation privés étrangers qui nous ont contactés. On va voir pour faire peut-être des partenariats de recherche et développement au départ avant d'aller s'installer dans d'autres pays, parce que ça prend un petit peu de temps de s'adapter aux problématiques du système de santé de chaque pays. Mais oui, on a pas mal de partenariats dans les cartons et on a vraiment cette approche. On sait que dans la crypto et dans la blockchain, c'est hyper important. Les projets qui sont tout seuls dans leur coin, ils ne marchent pas bien. C'est important de travailler avec l'écosystème, faire des partenariats, innover, tenter des approches. Donc là, c'est quelque chose qu'on a aussi dans notre cœur, dans notre cœur. Magnifique. Ah bah c'est top. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que les intégrations, partenariats, c'est très important. On reçoit aussi beaucoup d'aide de gauche à droite dans le monde de la crypto-monnaie. On le voit hein, énormément sur certains projets. Et donc, je pense que ouais, je suis tout à fait d'accord. Ah bah c'est top. Magnifique. Alors,
pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, j'espère qu'il y a déjà eu pas mal de questions qui ont pu répondre à certaines choses qui n'étaient peut-être pas tout à fait claires pour certaines personnes. Mais donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser maintenant. On a l'opportunité peut-être de partir encore quelques petites minutes encore sur quelques questions. Donc, lancez-vous. Et puis, si d'un coup, je ne sais pas si vous avez le chat devant vous ou pas. Ouais, on a le chat. Alors, si d'un coup vous voyez quelque chose d'intéressant, parce qu'il faut, voilà, il y a des gens de la communauté qui sont là pour troll, on en a, pas beaucoup, mais on en a. Passez par ces questions-là, ne les prenez pas. Mais si d'un coup vous voyez quelque chose d'intéressant, n'hésitez aussi surtout pas à répondre directement peut-être à la question. Non, mais ça fait partie en fait de répondre à la communauté et aussi des gens qui trollent un petit peu. Ça fait partie du jeu, hein. Tout à fait, Comme on est exact. exposé, on prend des coups, hein. Donc, je vais passer sur des questions un petit peu touchy. Yes. J'ai vu quelqu'un qui disait, je suis de Capgemini, d'où vient le partenariat avec Capgemini? Alors, le partenariat avec Capgemini, c'était il y a à peu près 2 ans. Dans leur approche, qui s'appelle Hospiper. Ils ont fait une offre, ils ont sélectionné une dizaine de startups innovantes dont ils proposent des services aux hôpitaux. Et ça nous a permis, grâce à eux, d'être listés au RESA. C'est une centrale d'achat pour les hôpitaux qui permet aux hôpitaux d'acheter des logiciels sur étagère sans forcément faire d'appel d'offres, parce que les procédures d'appel d'offres sont très très longues. Donc c'est de là le partenariat avec Capgemini. J'en prends une autre. Allez, les gens me demandent un peu le profil de l'équipe. Alors ça, c'est dans le white paper, mais c'est pas grave, on va détailler un peu. Je parle pour moi. Du coup, moi, j'ai casquette médecin, data scientist. J'ai des connaissances en développement back-end et aussi des connaissances en développement blockchain. Je développe peu maintenant, mais je sais bien discuter avec mes équipes et en discuter sur les sujets. Et je m'occupe plutôt de la partie. Alors maintenant, je suis un peu le VRP, donc on me voit un peu partout et notamment auprès des hôpitaux. Et je fais le lien entre les soignants et les hôpitaux. Mathieu, peut-être je te laisse faire un peu un point sur ton parcours. Oui, moi j'ai plus un profil, on va dire, business marketing. Donc, je fais école de commerce un peu, et puis j'ai fait aussi HEC avec une formation. Et moi, la blockchain, je l'ai connue en 2012, où je commençais à miner du Bitcoin en 2012. Et voilà, après, je me suis mis aussi sur Ethereum, donc en 2016. Et voilà, vraiment, je suis resté dans la blockchain. C'est vraiment l'expertise blockchain que j'amène aussi sur Galeo. 2016, c'est bien, c'est top ça. Ouais. Et donc dans l'équipe, alors on a Peter qui est notre CTO qui est en Slovaquie, qui s'occupe de la partie développement software, front et coordination de nos équipes. Lui, il a bossé chez Sony et il a bossé aussi pour Intel sur les interfaces et les API. Donc des gros backgrounds. Richard, alors il y a Fred aussi qui est notre archi d'infrastructure, notre monsieur sécurité, on va dire. Donc lui, comme j'en ai parlé tout à l'heure, a bossé pour la Direction générale des finances, l'Armée de terre, la Française des jeux, plein de gros groupes sur la partie sécu, archi et infra. Et il a des très 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 bonnes connaissances en développement blockchain Solidity. On a travaillé Nice. aussi sur des approches de bots de market making, ce genre de choses. Donc faire tourner des nœuds, juste pour la petite anecdote, il a dû faire tourner à peu près 200 nœuds Ethereum en parallèle. Donc il y a du lourd derrière en fait. Ouais. Richard, lui, back-end data, lui, il vient de chez, il a bossé pour Avast. Et donc c'est un peu notre monsieur back-end et tout ce qui s'occupe de la gestion des API et des data. Et Céline qui nous a rejoint, elle a une très bonne connaissance de la communauté gaming dans la community management. Donc, et le gaming, la crypto, il y a quand même des ponts entre les uns et les Tout autres. à fait. Donc c'est vrai on est une petite équipe, mais avec des vraiment très complémentaires chacun. Et là, on est amené à recruter. Je repasse le message parce qu'on va recruter énormément. Donc, du coup, n'hésitez pas à envoyer vos CV sur contact@galeon.fr. On est en train de faire un gros hub à Annecy. Parce qu'on était sur Paris initialement, on est bougé à Annecy. C'est pour ça qu'on s'était vu en Suisse, puisque il y C'était a pas toute la trop loin. communauté. Voilà, c'est pas très loin. Et donc, on va recruter des gens dans plein de secteurs, que ce soit sur l'archi, sur l'infra, community management, chef de projet, marketing, partie dev aussi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des compétences et que vous pensez que ça peut nous intéresser. Là, on va travailler avec Welcome to the Jungle. D'ici quelques temps, là, 1 ou 2 semaines, on devra avoir les éléments avec les premières candidatures, mais envoyer les CV, on est preneur. Magnifique. C'était donc sur quel email, peut-être juste pour répéter? Alors, c'est contact@galéon.fr. Magnifique, super. Comme ça, vous
pouvez sans autre du coup aller faire un petit tour. Il y a pas mal de personnes avec des belles expériences dans le monde de la crypto-monnaie pour être honnête. Et donc c'est toujours bien. Là, c'est la preuve que maintenant les projets crypto aussi, ça crée aussi du job hein, et c'est très important. C'est des nouveaux métiers aussi quelque part. C'est des choses un petit peu différentes, mais c'est vraiment top. Bravo. Mathieu, je ne sais pas si toi tu as eu aussi un petit peu l'œil sur le chat parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors malheureusement, on va pas réussir à tout répondre, je pense. Mais est-ce que tu as vu peut-être une ou deux bonnes questions aussi? Oui, carrément. Alors, il y avait certaines questions, on va dire, sur les données. Alors, une personne, je crois, a demandé quelles sont les données sur la blockchain, comment comptez-vous les inscrire sur la blockchain. Alors, comme l'a bien dit Loïc, nous, on n'inscrira pas les données de santé des patients sur la blockchain. Donc, c'est vraiment sur des serveurs qui sont chez ASP Server. Donc, c'est un serveur, c'est un data center, pardon, qui est HDS, donc hébergement de données de santé, donc qui est accrédité et qui est sur le sol français avec du droit français. Donc ça, c'est important de le redire parce que la sécurité des données, c'est quelque chose, comme le disait Loïc, qui est dans notre ADN. Et donc, on y travaille dessus depuis le tout début et on a une forte sécurité et avec Orange Cyberdéfense qui nous audite chaque année là-dessus. Donc c'est important de le redire. J'ai vu aussi des questions sur le Launchpad. En gros, c'était une question, il me semble, sur pourquoi faire un Launchpad? Est-ce que c'est que pour les projets santé? En fait, c'est un accélérateur, Launchpad ou plus globalement un accélérateur de projet qui est pour les projets Good for Humanity, c'est-à-dire que ça soit l'écologie, l'environnement, le social, la santé, c'est pas, donc pas que la santé. Et voilà, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un accélérateur de projet. Donc vous avez à la fois l'accompagnement qui est marketing, technique, la plateforme avec l'ICO. Voilà, c'est global, c'est pas juste je fais un launchpad, vous utilisez ma plateforme et basta. Il y a vraiment un accompagnement derrière. Il faut aussi une sélection assez drastique, on va dire, pour qu'il y ait une vraie utilité du token sur la blockchain. Et Tout à fait d'accord. il y Je avait une autre rebondis question. sur le Launchpad Ouais. parce que la plus grosse usage du token, ça sera quand on va avoir la valorisation de la data. Et donc, il faut qu'on ait déployé l'outil dans suffisamment d'hôpitaux. Et on sait que ça prend du temps, ça va prendre 2, 3 ans. Et du coup, en parallèle, c'est pour ça qu'on a mis en place le Launchpad pour permettre aussi à faire vivre le token et qu'il y ait des cas d'usage. Et on connaît tellement de bons projets dans la blockchain, enfin qui ne sont pas dans la blockchain, qui mériteraient d'aller dans la blockchain. Donc on s'est dit, vu qu'on a défriché un petit peu toute la partie légale, réglementaire, plateforme et tout ça, donc ça c'était aussi quelque chose d'important. Juste, je rebondis aussi sur la question que tu avais sur le nombre de personnes. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la crypto, qui sont Mhm. rejoints ici au Gaillon? J'ai presque la moitié des investisseurs. À la Donc, on moitié, a waouh, la bravo. moitié, ouais. On a Ouais, la donc, moitié des investisseurs qui ont payé en non crypto et donc énormément, énormément de gens qui ont. Alors c'est pour ça qu'on fait les tutos pour les accompagner. tout à fait. Mais voilà, nous on a cette approche moitié mainstream, moitié crypto. Donc c'est pour ça aussi que ça peut être un peu tendu parfois sur les réseaux sociaux parce que certains un peu, on va dire, crypto maximalistes, on va dire, se sont dit oula ces gars-là, ils font, c'est quoi ce truc-là? Et c'est aussi notre rôle d'amener des vrais cas d'usage dans le milieu de la crypto. Donc, et on va aussi beaucoup communiquer sur les médias mainstream, justement, pas que les médias crypto, mais aussi les médias mainstream pour aussi expliquer aux gens qu'est-ce que c'est et quels sont les intérêts de la blockchain et de la crypto-monnaie. Mm. Ok, magnifique. Ah ouais, je suis choqué du chiffre, du coup, à peu près 50%, c'est magnifique. Ça donne une certaine adoption finalement aussi à la crypto-monnaie, les personnes qui vont de nouveau un petit peu s'intéresser. Si on n'a jamais acheté de crypto-monnaie puis on se lance dans une ICO, automatiquement on s'intéresse à d'autres choses, donc bravo, magnifique. Alors, il y a énormément de questions, hein, c'est top, bravo à tout le monde. J'avais vu aussi une petite question très rapide. Est-ce que vous allez effectuer des phases de bug bounty, par exemple pour des attaques ou peut-être payer certaines personnes qui peuvent prouver en effet qu'il n'y a pas assez de sécurité quelque part ou d'autres choses? Ça a été prévu ou pas spécialement? Bah, je pense que on le fait déjà avec des organismes privés, Ok, mais ça va faire partie des choses. On sait que ces boîtes privées, rien de mieux que la communauté, hein, clairement. Parfois, on peut payer la meilleure boîte privée et en fait, il va y avoir un mec dans son garage qui aura bien trouvé la faille. Donc, c'est des choses qu'on a en tête avec des bug bounty un petit peu. On a vu des startups qui avaient fait ça avec avec des giveaways qui étaient assez sympas. Genre, je me rappelle d'un, ça n'avait rien à voir, mais ils offraient une hallebarde, une vraie hallebarde qu'ils avaient fait forger pour les gens qui trouvaient des bugs et ils avaient plein de gens qui étaient venus. On excellent pense ça. à avoir certaines approches un peu de ce type-là aussi qui permettent d'avoir un esprit un peu sympa, décalé et Mhm. qui permet aussi, nous, de faire améliorer la sécurité du produit. Ok, ouais, magnifique. Ouais, je pense que c'est très important pour le long terme en effet pour avoir ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord. Euh,
Ah oui, il y avait une question ici de SafeBlock aussi. J'ai acheté par virement, mais c'est toujours en attente. Pas de problème si le virement est validé après la fin de l'ICO. Est-ce qu'il y a eu peut-être des problématiques avec le virement bancaire ou parce que Alors en fait, le virement bancaire, ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend un peu plus de temps puisque quand on est le week-end, les banques sont fermées. ouais, Donc on n'a pas les écritures sur, bancaires, enfin on les a que le mardi, on va dire, qui commencent le mardi et qui se font toute la semaine. Donc en fait, ça prend, donc c'est pas très grave hein, que le virement arrive un peu après. Ça prend, nous on prend en compte le moment où vous faites, oui, vous cliquez sur le bouton oui j'ai bien payé. ok, Et c'est donc en top. fait, ça prend en compte la transaction et après le paiement, forcément, on peut arriver un peu après et être validé aussi un peu après. Tout à Ça, fait. il n'y a pas de Donc problème. c'est compté dans ce que vous avez déjà atteint aujourd'hui. C'est pas qu'après, si d'un coup vous atteignez par exemple cette nuit encore, peut-être les 16 millions, que ces personnes-là ne puissent pas recevoir du coup leur token. Exactement. Ok, c'est très bien. Je pense que c'est important en effet aussi. Euh, D'ailleurs aussi, il y a Cartel qui a partagé aussi le lien donc d'affiliation pour les personnes qui veulent aller s'inscrire, faire le KYC nécessaire et puis aller en effet faire les premiers investissements, hein, de petites sommes ou plus grandes sommes. N'hésitez surtout pas, il y a le lien qui est dans le chat. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Si je voulais juste demander aussi à Cartel s'il pouvait peut-être juste prendre le Twitter aussi. Est-ce que vous avez d'autres liens que vous aimeriez aussi partager et qui sont importants de communication? Donc aujourd'hui, je suppose qu'il y a Twitter, Mm. qu'on peut vraiment aller suivre. Il y a pas mal de news et des avancements un tout petit peu de Galéon. Est-ce qu'il y a une autre plateforme là aussi qu'on peut vraiment aller suivre Bah, en sur les fait, nous, réseaux? on est sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram aussi, un petit peu sur Ok. Instagram aussi. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on va dire, c'est la plateforme blockchain.gagnant.care, hein. C'est là Mhm. où tout se passe. Non, et puis après, il y a aussi, alors pour certaines personnes, il y a support.gagnant.care. En fait, ça permet d'avoir une FAQ. Vous avez en fait, enfin, je sais pas si c'est support.gagnant.care ou s'il y a à la fin un lien en plus, mais il me semble qu'il y a la FAQ. Alors, à vérifier, mais je pense qu'on peut aller voir la FAQ, parce qu'en fait, on a créé récemment une FAQ qui permet C'est top. toutes les questions que les gens se posent, voilà, on y répond. Et on fera aussi des vidéos sur la chaîne YouTube, parce qu'on a YouTube aussi pour Galéon Care. Donc là, il y aura des vidéos qui sortiront. Ok, super. Et donc la chaîne YouTube, elle existe déjà aussi? Oui, Donc, très bien. Alors, on va la partager aussi après directement, comme ça, après les gens. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment très important pour tout le monde, qu'ils puissent en effet, s'ils veulent suivre le projet aussi sur le plus long terme et qu'ils souhaitent avoir certaines réponses, c'est important que les gens de la communauté aussi participent directement sur tout ce qui est partagé, hein, que ce soit des documents, que ce soit des vidéos intro et autres, hein, et pas tout simplement tout le temps d'avoir les mêmes questions sur le Telegram ou sur certains réseaux, parce que ça prend beaucoup de temps aussi pour l'équipe, hein, et c'est pas toujours évident. Si vous avez des jolies questions sur le chat, lancez-vous. Ouais, je vois une question là, je vois bientôt sur TF1, alors je rebondis là-dessus. Euh, on a pas mal de travail avec les journaux mainstream, donc dans les prochaines semaines, il va y avoir des choses qui vont se passer, journaux papier et télévisés aussi. Eux, ils ont mis beaucoup plus de temps parce que c'était les fêtes, donc ils sont vachement moins réactifs, hein. Mais Mhm. là, du coup, et souvent en général, ils parlent pas trop des projets pendant l'ICO, ils préfèrent parler après, une fois que l'ICO est fini. Donc il va y avoir pas mal de choses, surtout que l'actu est un peu chaude avec les histoires de données de santé, du Health Data Hub, les élections qui arrivent et le fait qu'ils aient retiré, enfin qu'ils aient arrêté le Health Data Hub, qui était finalement une version centralisée d'une centralisation des données de santé. Donc il y a tous ces sujets-là qui vont être sur la table et donc ça va faire parler de Galéon aussi. Ok, magnifique, ouais, ça c'est top. Il y a eu, je crois, il y a eu un projet il n'y a pas si longtemps qui a été qui a été médiatisé aussi en France. Je crois que c'était Cryptopolitics qui a été mis en avant justement sur des réseaux, etc. Et que c'était vraiment, c'est assez rare pour la France parce qu'ils sont encore un petit peu renfermés pour la crypto-monnaie, malheureusement, sur certains points en tout cas. Mais je pense que c'est vraiment important en effet que ça commence maintenant. Et je pense que ça va un petit peu tourner pour être honnête. Et que ça va être important de mettre vraiment ces projets français aujourd'hui qui restent encore en France et puis qui prennent tout ce côté difficile sur le côté légal, c'est pas toujours évident. Là, vous êtes en pleine ICO. Vous êtes d'ailleurs basé en France pour l'ICO aussi. Oui, tout à fait. On est basé en France, on respecte la réglementation française. Alors, on n'a pas le visa MF parce qu'on l'a pas demandé volontairement parce qu'il y a des délais énormes et on savait que le marché était un peu shaky. Alors, on s'était Mhm. dit, bon, il faut qu'on y aille. Bon, finalement, on s'est pris à peu près toute la baisse du marché pendant l'ICO. Donc, je ne sais pas si le timing était le. Mais au moins, on l'a fait, quoi. C'est pour ça qu'on Exact.
Par contre, on est accompagné par des avocats qui sont spécialisés AMF et PSAN. Donc, on a tous nos documents, on suit vraiment les réglementations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont pu faire des virements sur un compte en banque français de la société. En fait, c'est la Société Générale. Et on s'entend très bien avec nos banques. Ça, c'est plutôt bien. Juste je dis un grand merci à la banque parce qu'il y a beaucoup de banques qui voient la crypto d'un mauvais œil. Et finalement, ils ont été super compréhensifs en disant, bon, ben, on leur a expliqué, on fait une ICO, on est une boîte française. Parce qu'on sait que certains projets français avaient eu leur fonds gelés. Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, ouais, voilà. Magnifique ça, ouais, exactement. Jolie Alors, dédicace. ouais, je reviens sur juste, je vois TikTotic qui dit en France, tu peux plus faire de pub crypto si t'es pas un PSAN. C'est pas vrai. En fait, on a le droit de faire de la pub, mais on n'a pas le droit de faire du démarchage. Donc c'est ça qui est différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer un mail en disant aux gens investissez à gain, sauf si les gens ont accepté qu'on les démarche. Donc c'est pour ça que sur la plateforme ICO, les gens quand ils s'inscrivent, ils acceptent qu'on puisse leur envoyer un mail, mais Intéressant. on n'a pas le droit de démarcher si on n'a pas le visa AMF ou PSAN. Mais on a le droit de faire de la publicité. Là-dessus, c'est pas. Donc il y a des règles aussi sur ce qu'on peut dire ou pas. Ok, magnifique, ouais. Ah, bah ça, c'est intéressant. Il y a eu pas mal de questions aussi en rapport avec les plateformes d'échange. Alors, le listing va être fait sur PancakeSwap, si je ne me trompe pas. Donc, le grand avantage, c'est voilà, c'est des pools de liquidité et ça permet vraiment à tout le monde d'aller acheter pour très peu de frais directement. C'est pas trop coûteux non plus pour une entreprise, hein, il faut bien le dire. C'est très cher aujourd'hui de se faire lister sur certaines plateformes comme typiquement Binance ou d'autres plateformes. Est-ce qu'il y a des plateformes centralisées aujourd'hui, comme KuCoin peut-être, ou Gate.io, ou bien certaines plateformes qui sont peut-être un petit peu moins chères, qui vont être, une certaine possibilité aussi pour Galéon, ou Binance, hein, je ne sais pas. Là-dessus, c'est vrai qu'on est déjà, on va dire, observé par certains échanges centralisés. Alors, ce qu'il faut, c'est du volume. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais il faut du volume sur les DEX avant d'être sur un SEX. Et il faut quand même pas mal de volume journalier. Donc, on est observé par certains échanges et voilà, on pourrait potentiellement avoir des entrées, mais il faut qu'on ait du volume et surtout une bonne communauté. Alors, c'est vrai on l'a prouvé parce que on a plus de 35 000 personnes inscrites sur la plateforme. Mhm. Donc la communauté commence à se construire et augmente assez rapidement. Mais voilà, c'est on va dire deux critères que les plus grosses plateformes d'échange centralisés regardent, c'est le daily volume et la communauté qui doit être assez forte ou en augmentation. Et bon, on va pas donner de nom pour le moment Non, non, voilà, je il pense y a pas bien. de signature ni rien, hein, mais voilà, on a de bons espoirs là-dessus qui arriveront de toute façon sur Q2, Q3 2022. Ok, magnifique. Ah, c'est top ça. C'est toujours les premières questions que les gens dans une communauté vont poser. Hein, c'est, on peut presque même le dire en anglais, when is the next listing? On le voit partout, donc c'est presque chiant au bout d'un moment, et c'est pour ça que je ne voulais pas vous poser cette question, mais vu qu'il y avait il y avait beaucoup de cette question dans le chat, je me suis dit, allez. Ouais, tout à fait. Après, on voit sur le prix, le listing sur un échange n'a pas forcément un gros impact sur le prix maintenant, à part si c'est un très gros comme Binance ou Mhm, Coinbase. On voit, il y a beaucoup d'échanges. On va surtout éviter tous les petits échanges qui sont un peu foireux, mhm, qui ont des volumes qui sont un je suis peu d'accord. magouillés, parce que bah, ça servira à rien. Donc, on va pas venir en disant, ah, les gars, on est sur un échange. Mhm, Donc ça, c'est. Mais on a déjà des bons contacts avec des échanges. Après, c'est du travail, ils apprennent à nous connaître. Aussi, on a un sujet qui est un peu plus friendly pour eux, c'est-à-dire qu'on suit pas mal, on connaît les gens de POCMI qui eux sont sur un sujet qui est un peu le porno, mhm. c'est un peu plus compliqué avec certains échanges. Nous, on est sur la santé, donc on est, Ça on est change, un hein. peu, voilà, on est un peu plus sympa, on va dire, dans Exact. voilà. Donc après, je veux répondre juste à une question. Je vois Asson Stress qui, je pense, doit être un soignant ou une soignante, qui dit que quelle est la différence entre Galion et les autres softwares qui existent dans la santé. Alors, on a des très grosses différences qui font que les hôpitaux choisissent Galéon. C'est que déjà, on permet de mettre leur infrastructure dans le cloud, c'est-à-dire que historiquement, ils sont hébergés chez eux. Donc, c'est pour ça que c'était un gros enjeu niveau sécurité, parce qu'ils acceptent de faire sortir leurs données. Mhm, Mais d'être dans le cloud, ça leur permet d'interconnecter plein d'hôpitaux. Donc, il y a dans des régions où il y a plusieurs hôpitaux qui ont le même système et de s'ouvrir aussi vers le patient, parce que du coup, ça permet d'avoir des portails patients. Et vers la ville, ça permet de faire que des soignants qui suivent le patient en ville peuvent interagir avec eux. Donc, ça, c'est vraiment une révolution pour eux. Et il y a un gros enjeu sur la data, c'est-à-dire que leurs outils historiques génèrent de la donnée de très mauvaise qualité et donc font pas d'intelligence derrière. Et donc, nous, comme on génère de la donnée propre, on les aide énormément. On va leur
faire des chiffres, on leur génère des statistiques automatiques, on leur génère des alertes en leur disant, ah ben tiens, ce patient-là, il a une hémoglobine qui est basse, c'est-à-dire c'est son taux de globules rouges dans le sang, donc il faut faire attention, il va falloir peut-être que tu prescrives du fer ou autre chose. Enfin, toutes ces choses-là, qui est un peu un mini GPS pour les soignants. Et donc ça, on les intègre au fur et à mesure dans le logiciel. Donc ça, c'est vraiment la grosse valeur ajoutée de Galéon pour des soignants dans un hôpital. Ok, magnifique. Ah, super. Ouais. Ça, je pense que c'est aussi il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'il y a beaucoup de concurrence à Galéon aujourd'hui ou pas du tout, et si vous en avez déjà sur le marché ou s'il y en a des qui peuvent encore arriver, quel est un petit peu l'impact que ça peut avoir en effet sur Galéon ou sur des hôpitaux qui vont être un jour même rechangés ou peu importe. Quelle est votre frappe de force justement sur ce côté-là? Ouais. Alors, on a de la concurrence, on a énormément de concurrence parce que paradoxalement, Galéon couvre beaucoup de maillons de la chaîne. Mm. C'est-à-dire que quand on a des choses sur les portails patients, en fait, il y a, à chaque endroit de la chaîne, il y a une boîte. Et donc Galéon intègre toutes ces choses-là. Donc paradoxalement, on est concurrent avec tout cela, mais finalement, les hôpitaux, ils sont contents parce qu'ils préfèrent avoir une chaîne complète. Là, je parle sur l'aspect hôpitaux. Sur l'aspect blockchain santé, on a un concurrent, je dirais plutôt un précédent, c'est Mediblock, il me semble, qui eux sont des Coréens, ils sont en Corée du Sud, et ils ont fait, alors ce qui est intéressant, c'est que ça crée un précédent, ils ont fait leur ICO et en 2017, donc, et leur token est allé depuis leur ATH était à 57 fois le prix de l'ICO, et maintenant ils tournent à peu près à 20 fois le prix de l'ICO, 3 ans après ou quasiment 3-4 ans après. Donc c'est un projet qui vit bien, qui continue à évoluer, donc ça montre que ça marche. Pour nous, c'est pas forcément un concurrent dans le sens où ils sont sur le marché asiatique, c'est très spécifique. Nous, on va avoir énormément de mal à y aller et eux ont énormément de mal à aller sur le marché occidental parce que les médecins, les soignants ne fonctionnent pas exactement de la même façon, c'est pas les mêmes langages. Donc nous, on est vraiment sur la partie occidentale, Europe, États-Unis, et eux sont plutôt sur la partie Asie. Mhm. C'est intéressant de voir qu'un projet blockchain qui a fait une levée de fonds, une ICO en 2017, 4 ans plus tard, ils sont à 20 fois le prix de l'ICO et leur ATH, c'était 58 fois. Donc, ça montre Fou, hein? que ça marche, que c'est du solide et qu'il n'y a pas que du métaverse et du gaming, ça peut être aussi sur la santé. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, ça devrait plus être maintenant sur des projets comme ça parce que je dirais qu'on en a un petit peu marre là, de la metaverse et puis les IDO de jeux là. On a eu déjà une grosse vague de projets qui sont arrivés. Ils ont vu en effet cette hype arriver hein, depuis maintenant déjà des mois. Et donc, on a des projets constamment qui arrivent. C'est très dangereux aussi pour des investisseurs hein, parce qu'il y a beaucoup de hype juste pour gagner finalement de l'argent et rien d'autre. Hein. Tandis qu'après, il y a des projets qui arrivent, qui débarquent, puis qui veulent vraiment mettre quelque chose en place comme le vôtre sur du long terme. Et donc, c'est pas toujours évident de pouvoir se placer quelque part dans ce marché, mais je pense que vous avez bien pu prouver justement avec l'ICO qu'il y a des gens qui sont intéressés. Quand on parle de 35 000 personnes qui ont fait un KYC, c'est pas des petits chiffres, et donc vraiment un grand bravo à vous pour tout ce que vous avez fait déjà jusqu'à maintenant, vraiment. Alors, je peux regarder s'il y a encore deux, trois petites questions. Moi, j'ai une question de fin après que je vais encore vous poser qui n'a rien à voir avec Galéon. Donc peut-être si on peut peut-être finir avec, si ça va pour vous. Hein. Après, pour moi, vous pouvez rester pendant des heures, mais je pense qu'en général, 15-20 minutes de Q&A, c'est plutôt pas si mal. Vous avez déjà répondu à pas mal des questions également. Pour toutes les personnes qui ont plein de questions encore et puis qu'on n'a malheureusement pas pu répondre, n'hésitez surtout pas aussi à aller regarder sur leur Twitter, sur les autres réseaux et à aller poser des questions. Regardez un petit peu aussi leur documentation ou vidéos qu'ils ont déjà mis en ligne. Il y a sûrement pas mal de réponses déjà, donc n'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. Et puis, on va vite voir s'il y a deux, trois petites questions encore, peut-être intéressantes. Vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui les hôpitaux ont le choix sur la vente des données. Quel est l'intérêt des hôpitaux? Peut-être la question peut-être de Ticotic, peut-être en tout dernier, si ça va pour vous, peut-être. Alors, c'est laquelle? Attends, ah oui, j'ai un point. Attends, ouais. Je tombe. Bon, le choix sur la vente des données. Je vois l'avantage pour les patients. Alors, pour les hôpitaux, c'est simple dans l'approche de la valorisation des données. À peu près quasiment la moitié de la valeur va aller aux hôpitaux directement et la moitié ira aux patients via le DAO. Et donc, c'est de la monétisation qui se fait en fiat, c'est pas de la crypto, parce que les hôpitaux, pour l'instant, la crypto, ils sont pas encore complètement dedans.
Et par contre, on a aussi un système avec les hôpitaux quand ils consomment des outils de Galéon, certaines parties des outils, ils payent en fiat et nous, on utilise ça pour faire du buyback et burn, c'est-à-dire on rachète des tokens Galéon et les détruit sur le marché. On sait que ça. Et donc, dans les échanges de data, en gros, si je me rappelle bien, c'était 40% pour les hôpitaux, 50% pour le DAO, 5% de buyback et burn, et 5% pour Galéon pour les frais de fonctionnement, mettre en place tous ces choses-là. Mhm. Donc, ça a une puissance énorme à long terme. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus il y aura d'échanges de data, plus il y aura d'hôpitaux, plus il y aura de data, plus il y aura cet aspect de buyback et burn. Et donc, ça aura un effet intéressant sur le prix du token aussi. Parce qu'on Mhm. sait que in fine, même si nous, on veut faire quelque chose qui a vraiment un intérêt pour la communauté, on sait que c'est important que le token vive et vive bien parce que bah, c'est grâce aux gens qui investissent, c'est les gens qui investissent maintenant qui nous aident à construire ce projet. Donc, il faut qu'on fasse en sorte qu'eux, ils aient aussi du retour et qu'ils aient quelque chose de solide sur la durée. Tout à fait, exactement. Je pense que quand on calcule des projets sur une token economics qui a une inflation au début, mais qui peut partir sur un système déflationniste, je pense que c'est extrêmement important pour des projets qui sont là sur le long terme, pour qu'il y ait cette solidité, on va dire, du prix finalement, qui reste là sur le long terme, quitte à même garder son prix. Je trouve que c'est vraiment très important en tant qu'investisseur d'avoir en effet ces systèmes aujourd'hui qu'on peut mettre en place mais que pas tout le monde le fait. Donc 5% de buybacks pour Burn, c'est top. Ouais, c'est vraiment superbe. Ok, si vous n'avez pas vu, peut-être encore une petite dernière question qui était vraiment importante. Moi, je veux volontiers vous poser une petite dernière question. Vous pouvez me répondre séparément si vous voulez ou pas me répondre, ça c'est votre propre choix. J'aime bien poser un petit peu la question à certaines personnes qui sont dans le monde de la crypto-monnaie. Mathieu qui est déjà là aussi depuis 2016. Loïc, je ne sais pas depuis combien de temps tu es dans la crypto-monnaie, Ça mais fait depuis 1 an et demi à peu à près. peu près un an et demi, voilà. Donc ça fait aussi déjà un petit moment. On aime bien toujours savoir un petit peu pour des gens qui sont déjà dans l'écosystème, quel est un petit peu votre sentiment sur le marché en général, du prix du Bitcoin, peu importe, et puis qu'est-ce que vous en pensez pour peut-être 2022 ou 2023, quel est un petit peu votre sentiment là-dessus. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bah, concrètement, bon là c'est vrai qu'on est on est dans une descente phénoménale depuis novembre, hein. On la sent passer. Du coup, alors personnellement, moi je pense que on va avoir une corrélation qui va se faire avec, on va dire, l'économie classique, enfin le monde de la finance classique. Donc, à mon avis, on n'est pas loin d'une crise quand même sur les actions, sur le monde économique, sur l'immobilier, notamment avec Evergrande en Chine. Bon, je pense qu'il va y avoir une corrélation avec tout ce qui est finance classique et quand elle va chuter sévèrement, et je pense qu'on n'en est pas très loin, la crypto va suivre, hein, forcément. Mhm. Par contre, moi, je pense que il va y avoir l'année d'après ou 2 ans maximum après, il y aura voilà, il y aura un transfert des capitaux, à mon avis, qui va se faire sur la crypto-monnaie. Enfin, c'est ce que je pense, c'est qu'il y aura finalement l'or n'est pas vraiment une valeur refuge, enfin plus trop maintenant, maintenant qu'il y a le Bitcoin et qu'il y a des grosses institutions qui achètent du Bitcoin et de la crypto-monnaie, je pense qu'il y aura vraiment un transfert de capitaux sur la crypto-monnaie, mais qui ne se fera pas dès le début, hein, mais qui va se faire sur 1 ou 2 ans, donc 2023-2024. Et comme on aura en plus le halving qui va se faire en 2024 et quand pendant un an et demi, ça va remonter, je pense qu'on va vivre voilà, quelques mois, peut-être 1 ou 2 années un peu noires, mais derrière, ça va avoir un impact fort et je pense qu'on va avoir un Bitcoin qui sera très très cher dans quelques années. Voilà, je n'ai pas d'estimation de prix, hein, je ne Non, suis non, pas dedans. mais j'aime bien, Voilà. j'aime beaucoup un petit peu voilà, la vision un petit peu des gens et je suis assez d'accord aussi. Donc, intéressant. Merci. Du coup, de ma part, alors, on a beaucoup étudié les marchés crypto et la dynamique. Actuellement, je pense qu'on est dans un wake-off, clairement, sur la phase de. Alors, pour ceux qui connaissent pas le wake-off, c'est depuis qu'il y a des gros investisseurs institutionnels qui sont rentrés dans la crypto, là, sur ce cycle-là, s'ils n'étaient pas le cycle d'avant, ils manipulent le marché. Donc, vous allez avoir des phases de hausse avec un plateau où ils déchargent leur coin, et après, ils font un peu la panique, ils font tirer vers le bas. Ce qui est intéressant, ce qui me fait dire qu'on est dans des wake-offs, c'est quand on voit les flux de Bitcoin qui vont à chaque fois vers des wallets
C'est-à-dire alors que, entre guillemets, tout le monde est là, ah, on est au plus bas, c'est la fin, faut vendre, machin. En fait, on se rend compte qu'il y en a qui accumulent, qui accumulent, qui accumulent. Là, un très gros wallet à Binance, un wallet froid, à une quantité phénoménale de BTC, ils ont continué à accumuler. Alors ça, c'est nouveau sur le marché du Bitcoin, cette approche, parce que du coup, on n'a plus cet aspect de grande chandelle et puis après bear market. On va avoir ces phases de vagues, mais ils ont un peu de mal à contrôler le Wyckoff dans le sens où le BTC, la valeur intrinsèque du BTC, comme elle est limitée en supply limité, ils ne peuvent pas le contrôler complètement. C'est-à-dire qu'il va finir par monter de toute façon. Donc, ça change aussi l'approche d'investissement. Parce que les gens qui disent j'investis, ça monte, paf, ils se reprennent une. Comme les cryptos sont beaucoup volatiles comparés au BTC, les autres cryptos, on peut se retrouver avec un bon projet, se prendre une claque parce qu'ils sont en train de manipuler le prix du BTC pour remplir leur bague. Ça, c'est l'idée, ça, c'est ce que j'en ai comme impression. Euh, Clairement, on est il nous reste 6 mois maxi sur la fin de ce bull run, on va dire. Il y a un gros élément il y a deux éléments qui vont être importants. C'est s'il y a un ETF du Bitcoin qui passe en spot. Donc ça, c'est un Bitcoin qui va aux États-Unis. Ça va permettre aux grosses boîtes d'acheter du Bitcoin backé par 1 pour 1. Donc ils seront obligés d'avoir le Bitcoin. Ça va faire monter le marché et ça sera la fin de la partie. Parce que la fin de la partie du bull run précédent, c'était l'ETF. En fait, c'est les CMI, les futures qui sont sortis. Et par contre, quelque chose de très intéressant, enfin nous, on s'est placé au bon moment finalement. C'est-à-dire que quand on voit les projets qui ont fait du x100, x1000 sur ce bull run, ils avaient levé à la fin du dernier bull run. Ils ont construit pendant 2 ans et ils ont montré des cas d'usage tout ce bull run-là. Et donc, moi, ce que je dis, alors, ceux qui veulent prendre leur multiple rapidement, bah, il n'y a pas de souci, de toute façon, ça fait partie du jeu. Ce que je dis, c'est qu'on se retrouve, donc le prochain halving, c'est 2024. Et donc, nous, on va faire tout en sorte pour bien construire des choses, pour qu'au prochain halving, on ait un écosystème puissant et qu'on ait vraiment la santé. Il y aura une adoption massive des cryptos, parce que là, on a déjà 300 millions de personnes qui utilisent la crypto à un taux de croissance de 200% par an. Il faut savoir, Internet, dans les années 2000, c'était 300 millions de personnes, mais 70% par an de croissance. Intéressant Donc, ça. Je savais donc il y pas. a une adoption massive de la crypto. Et donc, dans 2-3 ans, ça va être probablement le cycle qu'il ne faut pas rater, on va dire. Donc voilà. Juste un petit conseil pour les investisseurs spéculatifs, il faut faire gaffe. En ce moment, le marché, il est vraiment, marché des actions, hein, est vraiment sous stéroïdes et extrêmement gonflé. Exact. Un jour ou l'autre, il va se casser la gueule. Ça va se ressentir sur les cryptos. Donc, on va voir qu'est-ce qui va faire la fin de la partie ou pas. Mais voilà, c'est un peu mon sentiment. Pour nous, parce qu'on investit dans des cryptos depuis longtemps avec Mathieu, avec Fred, nous, on est souvent sur l'approche, on met dans des bons projets à l'ICO et on le garde longtemps. Parce que finalement, c'est l'approche qui marche le mieux. C'est-à-dire quand on s'amuse à essayer de spéculer, on a toujours du mal à. On se dit, ah, ça va monter, paf, on se prend une claque et vice-versa. Le mieux, c'est de bien trier des projets et au moins vous les posez, vous les laissez et vous avez des bons retours après. Donc c'est pour ça aussi qu'on a essayé de construire toute l'économie de Galéon et l'approche pour vraiment cette approche-là. Après, bah, il y en a qui feront leur multiple et tant mieux. Nous, voilà, c'est grâce à vous qu'on peut démarrer. Donc après, le tout, c'est que les gens soient gagnants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous aussi. Et donc voilà un peu mes impressions du marché alors. Super, super intéressant. En tout cas, merci beaucoup de ce partage. Je suis assez d'accord avec beaucoup de points, que ce soit Mathieu ou toi, Loïc, qui ont partagé justement avec le marché, hein, le sentiment qu'on a un petit peu actuellement. Mais en tout cas, c'est vraiment toujours assez intéressant d'avoir des points de vue, des fois aussi un petit peu différents. Et je suis aussi d'accord sur le fait que l'analyse fondamentale, on a chez nous aussi chez Cryptologique, on a Cryptovector qui fait de l'analyse fondamentale pure et dure depuis 2016 qui fait de l'investissement, mais de l'investissement, donc il rentre dans des ICO ou au tout début d'un projet et il les garde sur le long terme, peu importe ce qui se passe avec la volatilité du marché, parce qu'il se base sur un investissement de ce qu'il voit dans un projet derrière l'équipe. Et je suis assez d'accord avec ces sortes d'investissements aujourd'hui dans la crypto-monnaie, parce que c'est tellement volatile et émotionnellement c'est très complexe de pouvoir gérer ça, hein, de voir un portfolio qui, si on regarde le dollar à côté, c'est pas toujours évident en effet de se dire je suis en train de faire un bon investissement ou pas.
Et donc voilà, de faire vraiment le côté analyse fondamentale et d'aller sur des bons projets qui sont là sur le long terme. Je suis assez d'accord que c'est bien de placer des billes et ça c'est le but aussi de votre projet. Donc j'espère en tout cas que les personnes l'ont bien compris aujourd'hui. Les gens, c'est eux qui peuvent choisir ce qu'ils font à la sortie de l'ICO, hein. Personne ne peut gérer ça. Mais en tout cas, je vois un tout petit peu, je vois bien la vision en tout cas à long terme. En tout cas, c'est vraiment top. Ok, je pense qu'on a fait un petit peu un tour sur tous les points. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui? Il y a sûrement encore plein de choses, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'a peut-être pas discuté aujourd'hui, que vous aimeriez peut-être également encore partager avec la communauté? Ou est-ce qu'on a fait un petit peu tous les points? Après, naturellement, vous êtes toujours la bienvenue, hein, que ce soit Mathieu, Loïc ou les deux, ou d'autres personnes de l'équipe. Chez Cryptologic, on essaie vraiment d'apporter en effet ce côté transparence des équipes, surtout côté francophone, envers une communauté. Et donc, si un jour vous avez des grands updates, vous avez des choses importantes aussi à partager avec votre communauté, n'hésitez surtout pas à revenir, à me contacter. Et puis comme ça, vous pouvez aussi venir partager les petites dernières news importantes de chez Galéon. Carrément. Non, mais surtout merci à toi Anthony, merci à ta communauté et surtout à la communauté qui nous soutient depuis le début. C'est vrai que sans eux et sans vous, en fait, on peut pas faire ce qu'on est en train de faire et aller créer l'écosystème santé sur la blockchain. Je pense qu'on a quand même abordé pas mal de points. On est quand même allé pas mal dans les détails. J'espère que les personnes qui ont participé à cette interview, voilà, auront leurs réponses à leurs questions. L'ICO se termine ce soir à 23h59, donc ne pas Important. oublier. Voilà. En tout cas, merci à tous et à très vite. Ouais, je ferai pas plus innovant que Mathieu sur cette. Ouais, merci Anthony déjà. Puis un grand merci aux gens qui nous soutiennent. C'est vraiment, voilà, notre but c'est d'avoir un projet communautaire et que on va faire tout pour que le projet marche et que que tout le monde soit gagnant dans l'eau. Donc c'est vraiment ça, c'est top, cet engouement qu'il y a autour de Galéon. Donc merci à tous. En tout cas, grand bravo à vous pour tout le travail que vous avez fait. Et puis, puis courage avec encore la fin de l'ICO. Hein, vous avez encore du boulot jusqu'à minuit du coup. Courage, j'espère qu'on peut atteindre jusqu'au World Cap s'il faut. Et puis voilà, je vous souhaite tout courage aussi par la suite pour les prochaines semaines. Nous, on va sûrement vous suivre un tout petit peu plus proche également. Et puis on se recontacte peut-être un jour. Ou bien on se revoit peut-être dans un beer-to-beer à Neuchâtel. C'est possible. Et puis comme ça, au moins, je vais savoir à qui je peux parler. Ouais, carrément. Super. Alors, un Bon. très bon dimanche et puis à tout bientôt. Au plaisir. Ciao, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bye, bye. Bye.